Merci Hervé. Ah oui, ça enregistre. Bonjour tout le monde. Donc merci le CIR pour l'invitation, merci Owen pour l'accueil et bienvenue tout le monde. Donc au cas où vous ne connaîtriez pas Storm Shield en 3 mots, donc on fournit des solutions en éditeur de solutions de sécurité, réseau et poste de travail. Bon, c'est pas le but j'ai pas 12 slides pour vous présenter la société, mais vous nous trouverez facilement si besoin. Et effectivement, ok, j'ai un petit décalage. Aujourd'hui, on va parler donc de transition vers la cryptographie post-quantique. Alors, j'ai tout un premier lot de slides qui rappellent le contexte que j'ai prévu de passer extrêmement vite en mode on est juste là pour vous rafraîchir la mémoire. Si jamais vraiment il y a besoin de passer plus de temps là-dessus, dites-le moi. Mais dans ce cas-là, ce sera plus compliqué pour la deuxième partie. Rappel rapide du contexte. On parle, avant de parler de post-quantique, de quantique et des ordinateurs quantiques. Alors, sur le papier et même dans les laboratoires, il n'y a rien de nouveau. Je ne vais pas vous faire un cours sur la physique quantique et ni même sur l'informatique quantique. Je vais juste vous rappeler 2-3 bases. N'essayez pas de comprendre ces machins-là par l'intuition. Et ça ne calcule pas toutes les valeurs possibles en parallèle. Alors, apparemment, quand c'est un physicien quantique qui le dit, ce serait vrai. Mais quand ça arrive dans nos cerveaux d'informaticiens, ça devient n'importe quoi et ça nous donne juste une mauvaise idée de comment ça fonctionne. Partez du principe que vous n'avez pas vraiment compris comment ça marche. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais et je m'en porte beaucoup mieux. Petit rappel juste, fut un temps où j'avais construit ces slides en ayant naïvement l'idée qu'on avait des qubits, puisque c'est l'unité principale de l'informatique quantique, stable et des qubits bruts, noisy, je n'ai pas de traduction française parfaite. Malheureusement, même la notion de qubit stable, elle est extrêmement floue. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée, donc IBM, fin d'année dernière, a annoncé 2 nouveaux processeurs quantiques, un à 1200 qubits annoncé stable, et un autre à 133 qubits annoncé vraiment exploitable. Je vous laisse saisir la subtile nuance entre les deux. Et pour les experts du domaine, c'était le deuxième à 133 qui était vraiment l'aspect intéressant et vraiment la technologie poussée. Petit point secondaire aussi là-dessus, la durée de cohérence des qubits des ordinateurs quantiques dépasse rarement la seconde, et en vrai, elle est souvent bien en dessous de la seconde. Bref, rien de nouveau sous le soleil, hein. On s'intéresse au nombre de qubits, on oublie l'endurance, jusque-là, extrêmement classique, mais en vrai, c'est un paramètre aussi très important. On verra après pourquoi je rappelle ça. Pourquoi est-ce que l'informatique quantique nous intéresse et pourquoi c'est le sujet aujourd'hui? Cryptographie, en gros, il y a 3 catégories. Au niveau des algos de hash, aujourd'hui, on est tranquille. Il n'y a pas d'attaque quantique efficace connue. Je vais insister sur efficace. Mais pour l'instant, donc, je le mets de côté. Chiffrement symétrique, donc c'est en gros AES et Chachava, hein, pour le dire un peu simplement aujourd'hui. Là encore, je vous fais la version extrêmement synthétique. Il y a une attaque qui permet de réduire la sécurité de ces algos-là. Au-delà du fait que tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que ce serait facilement implémentable pour ces algos, il y a une solution simple qui dit passer à AES 256, qui restera aussi solide qu'AES 128 aujourd'hui, ou passer à SHA-1, qui est en équivalent 256.8. Je ne doute pas trop du fait qu'un jour, on aura une espèce d'AES 512, qui ne s'appellera peut-être pas comme ça, mais vous voyez l'idée. Et il y a des gens autour de cette table, dont moi, qui avons commencé à chiffrer avec du Blowfish 40 bits. On augmente la taille des clés de temps en temps. Il n'y a rien de neuf, c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien depuis le temps. Là où ça craint et là où ça justifie ma présence aujourd'hui, c'est la cryptographie asymétrique. Si je vous le dis simplement, RSA, courbe elliptique et Diffie-Hellman qui se base sur l'un ou sur l'autre. Donc on a un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Shor, du nom de Peter Shor, hein, qui a fait l'algorithme, qui en gros aide à casser rapidement les clés privées. Là, je ne vous parle pas d'affaiblir la sécurité, je vous parle vraiment de les casser complètement en quelques jours, heures, peut-être même minutes, selon la façon de les implémenter. Pareil, au début où je présentais ce genre de choses, je suivais le compte du nombre de qubits stables, je dirais même vraiment stables et exploitables a priori, qu'il faudrait pour casser ça. Il y a plusieurs recherches qui ont été publiées récemment qui ont l'air d'indiquer que le nombre de qubits nécessaire va à la baisse, mais ça implique d'autres choses dans les paramètres, c'est compliqué. Bref, le nombre de qubits est encore une fois un indicateur, mais pas
le seul indicateur fiable pour savoir à quel point on est proche de la catastrophe. Du coup, une autre façon d'essayer de savoir quand est-ce qu'aura eu la catastrophe, c'est de demander aux experts du domaine. Et là, c'est une version un peu simplifiée, projetée. Donc, c'est la probabilité de risque qu'un ordinateur quantique soit capable de casser RSA 2048, c'est le maître étalon hein, dans le domaine, c'est le premier qui tombera. En moins de 24 heures. Là, c'est la version 2023, parce que la version 2024 n'a pas encore été publiée. Donc, en gros, on voit que jusque 2030 à peu près, on est globalement safe, mais il y a quand même 10-20% de risque. Et si on monte à 2035-2040, le risque commence à devenir vraiment, vraiment significatif. Et au-delà des années 2050, à peu près tout le monde est d'accord sur le fait que ça arrivera. Du coup, on a une date un peu floue en termes de quand on doit s'en préoccuper, mais il faut quand même y aller. Les conséquences, pareil, je vous les fais extrêmement vite. En gros, on a 3 utilisations principales de la cryptographie. L'authentification, si on s'est cassé des clés RSA ou ECC, on sait s'identifier de façon illégitime. Alors, ça pique, ça fait très mal. Dans le pire des cas, on devrait se retrouver à suspendre en urgence toutes les authentifications. On anéantirait potentiellement tout le Web of Trust, tout ce qui fait qu'on a des certifs HTTPS et qu'on sait vérifier l'identité du serveur. Ça pique très fort, mais finalement, on a besoin de renouveler et d'apporter des solutions à tout ça un petit peu avant l'avènement de l'ordinateur quantique, quelques mois, semaines, selon vos cas d'usage. Alors, il ne faut pas le sous-estimer, c'est un problème important, mais il n'est pas ultra urgent aujourd'hui au vu du slide précédent. Deuxième conséquence, c'est une variante de l'authentification, enfin, c'est l'inverse d'ailleurs, c'est la signature. On s'est signé quelque chose qui n'est pas légal, qui n'est pas officiel. Alors, c'est les documents administratifs. Bon, il faudra peut-être faire de la contre-signature massive un jour de tous les actes notariés, par exemple. Il y a aussi la mise à jour de logiciels, de firmware, de votre smartphone, de votre firewall, de votre PC, de votre Windows, de plein de choses. Ça, pareil, il y aura des choses à anticiper. Mais tant qu'on pense qu'on est des années à l'avance, il faut qu'on s'en préoccupe, il faut qu'on commence à voir comment on y va, mais on a encore un petit peu de marge. Là où ça craint vraiment, vraiment, c'est le troisième usage de la crypto moderne, c'est le chiffrement. Parce que là, pour le dire clairement, je sais casser une clé, je sais lire de la donnée qui est censée être confidentielle. Alors si la donnée confidentielle, c'est la réservation de mon train de ce matin, bon, au pire, c'est mon numéro de carte bleue qui est passé dans 5 ans, il est plus valable. C'est pas extrêmement grave. Par contre, si c'est des données militaires, gouvernementales, médicales, là, on a des données, des durées de confidentialité attendues extrêmement longues. Donc, on doit énormément anticiper. Et j'insiste, dans le pire des cas, quelqu'un est capable à un moment de lire des données qu'il ne devrait pas être capable de lire parce qu'elles sont confidentielles. C'est assez bien résumé par le théorème de Mosca. Là encore, c'est M. Mosca qui a fait le théorème. Donc, version un peu courte, Y, c'est le temps dont on a besoin pour créer des nouveaux algos, créer des nouveaux standards, intégrer ça, les valider, les déployer et que tout le monde les utilise. Puis une fois qu'on est à ça, on commence seulement à produire de la donnée chiffrée complètement protégée. Et si on a un ordinateur qui arrive avant la somme de ces deux temps, on a des données qui devraient être confidentielles et qui ne le sont pas. Ce qui est intéressant dans ce théorème, c'est qu'il faut garder à l'esprit que Z, c'est une constante dont on ne connaît pas la valeur. X, c'est ultra variable, je viens de le dire, entre ma réservation d'hôtel et des données militaires, ce n'est pas du tout la même valeur. Et Y, on va le voir un petit peu, selon le cas d'usage, on a des Y qui bougent un peu. Mais en vrai, le plus gros variable aujourd'hui, c'est X, qui peut se balader de 3 heures à 30 ans, en un peu simpliste. Tout va bien, il y a des solutions. Les solutions, c'est des nouveaux algorithmes qu'on va qualifier de post-quantiques. C'est tout simplement des fondations cryptographiques différentes. RSA, rappel, vous prenez deux nombres premiers, vous les multipliez, c'est ultra facile. Vous prenez le produit, retournez aux deux nombres premiers, c'est ultra compliqué. Les courbes elliptiques, j'espère qu'il n'y a pas de mathématiciens dans la salle si je dis que c'est un problème assez similaire, parce que sinon il y a des oreilles qui vont saigner, désolé.
Là, on a d'autres problèmes mathématiques. Alors, on a des réseaux euclidiens, on a des fonctions de H, on a des polynômes multivariés, des isogénies de courbes elliptiques super singulières. Je trouve très joli celui-là, même si je suis complètement incapable de vous expliquer comment ça fonctionne. Et je vous rassure, ce n'est pas non plus le but de cette présentation. Le point important, c'est que ces algos-là, au même titre que RSA ou ECC, fonctionnent sur nos ordinateurs classiques. Plus ou moins vite, plus ou moins bien, avec plus ou moins de contraintes, mais ils fonctionnent sur des ordinateurs standards. Accessoirement, ces algos sont conçus pour ne pas être vulnérables à une attaque de Shor ou aux autres attaques quantiques connues. Ils sont aussi normalement connus, en tout cas on l'espère pour certains, pour ne pas être attaquables par des algorithmes, par des attaques classiques. Parce que si l'ordinateur quantique qui existera dans 20 ans, c'est pas les attaquer, mais que mon portable sur ce bureau sait les attaquer, ça sert un peu pas à grand-chose. Au niveau de la standardisation, parce qu'on vit dans un monde d'interconnexion et de standardisation, alors, première différence avec RSA et ECC, vous noterez qu'on a une colonne chiffrement, une colonne signature. On n'a pas vraiment d'algorithmes post-quantiques qui sont capables de faire les deux. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus très grave parce qu'on a déjà fortement séparé l'usage chiffrement de signature dans quasiment tous les algos protocoles, dans tous les protocoles, et s'il y en a où ce n'est pas le cas, j'ai envie de dire qu'il serait bien avisé de le faire. Je vais me concentrer sur la colonne de gauche, puisque, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, le vrai problème urgent grave, c'est le déchiffrement, parce qu'on est déjà dans notre X. On a un standard qui a été publié en version finale cet été, là, il y a 3 semaines à peu près, donc qui est MLChem, dont vous avez peut-être entendu parler précédemment sous l'appellation Crystal Skyber. Donc ça a été normalisé par le NIST. C'est eux qui avaient déjà normalisé SHA-2, SHA-3, AES, pour ne citer que cela. Ce n'est pas eux qui ont conçu l'algorithme, c'est eux qui ont piloté un concours qui a amené à la sélection de MLChem. On a aussi un autre, je veux dire, challenger qui est plus soutenu par un organisme européen, par les organismes européens, qui est Frodochem, qui lui n'est pas encore en version finale. À droite, on a des algos de signature qui sont aussi normalisés par le NIST, dont je vais un peu moins parler aujourd'hui parce que justement c'est pour des problématiques de signature et d'authentification dont il faut qu'on se préoccupe aussi, mais de façon un peu moins urgente. Il y a d'autres candidats qui existent. Simplement, une fois que je vous ai cité cela, je vous ai vraiment indiqué je dirais aujourd'hui et demain. Du coup, voilà, on a des algos, on a une solution facile, on y va. Qu'est-ce qu'on fait ici? Le problème, c'est que justement, ces solutions ne sont pas aussi simples. Première chose, je vous l'ai déjà dit, c'est des algos soit de chiffrement, soit d'authentification. Ça va encore. Le deuxième problème, c'est que je vous ai glissé discrètement il y a 2 minutes, là, c'est que ces algos, on espère qu'ils sont solides. C'est des mathématiques plus récentes, en tout cas plus récemment étudiées. RSA et les courbes elliptiques, ça fait quoi, 30-40 ans qu'on les attaque. On commence à plutôt bien connaître le sujet. Et la résistance de ces algos aujourd'hui, je pense que personne n'a de doute dessus. Par contre, on sait, ça c'est sûr, qu'ils ne résistent pas aux post-quantiques. Tous les algos post-quantiques, on sait qu'ils résistent aux attaques quantiques. Alors j'ai noté un petit astérisque, il n'y a pas d'attaque connue à ce jour. En 96, on pouvait dire la même chose de RSA. Et on est à peu près sûr qu'ils ne se font pas attaquer par un ordinateur classique, mais il y a des candidats du NIST, il y a encore l'année dernière, qui se sont fait casser par des ordinateurs classiques. Donc, comme quoi, ça peut se jouer à pas grand-chose. On a aussi des questions, même si on part du principe que l'algorithme, comment on l'implémente. Encore une fois, RSA, ECC, ça fait 20-30 ans qu'on les implémente. On sait les implémenter proprement. Et encore, si vous suivez l'actu récente, même aujourd'hui, on se retrouve quand même des fois à avoir une librairie qui passe et qui implémente mal ECC dans certains cas de figure, alors que pourtant, c'est des professionnels experts qui s'en occupent. Comme quoi, même aujourd'hui, c'est pas encore simple. Là, on est au Far West. On commence à implémenter ces algos depuis quelques années. Donc, tout ce qui est attaque par canaux auxiliaires, des choses comme ça, je ne vais pas vous dire qu'il y a une attaque par semaine, mais en vrai, dans certains cas, on n'en est pas loin. Et on est vraiment en découverte et en expérimentation de comment on peut tirer des données et comment on peut se protéger de ces extractions de données. Aujourd'hui, la plupart des implémentations, quoi qu'on en dise, sont plus en mode démonstrateur qu'en mode production ready. Ça dépend des contraintes de production, en tout cas, selon les environnements. Les contraintes ne sont pas les mêmes pour tout le monde.
Euh, Par rapport à ce genre de choses-là en particulier, on constate d'ailleurs des différences. Je vous ai pris deux communications bien particulières. La NSA, parce que c'est les pilotes de beaucoup de monde, et l'ANSSI, parce qu'on est en France, parce que c'est un donneur de consignes très important pour plein de monde, y compris pour nous, pour Stormfield. Les États-Unis, la NSA disent on veut migrer rapidement aux algos PQ-Safe, allez-y tout de suite. Et ils disent clairement on veut que ce soit fait dans 10 ans. Donc leur discours, c'est aujourd'hui, foncez, allez vite, parce qu'on veut que ce soit fait dans 10 ans. Ça vous donne une idée sur l'inertie qu'ils ont prévue pour migrer complètement. Et ils n'ont pas forcément tort, hein, s'il y a des gens dans cette salle qui ont connu la grande époque de MD5, est-ce que vous pouvez me garantir qu'il n'y a plus aucun code qui utilise MD5 aujourd'hui, où que ce soit? J'aimerais en avoir la certitude, pour ne citer que MD5. L'ANSSI et en vrai, à peu près tous les organismes européens, à ma connaissance, dont le BSI en particulier, sont complètement alignés là-dessus. Eux disent les algorithmes post-quantiques, c'est bien, il faut y aller, mais aujourd'hui, justement, on n'est pas encore assez mature sur les algos et sur leurs implémentations. Donc, pour l'instant, on ne les laisse pas se balader tout seuls. Donc, ils recommandent ce qu'on appelle un mode hybride. L'idée est extrêmement simple, hein, c'est qu'on garde un RSA ou ECC et on met à côté un post-quantique. Et on va utiliser les deux. J'allais dire, la petite phrase a l'air toute simple, et derrière cette petite phrase toute simple, selon des cas d'usage, tu as tout à fait raison de poser la question, c'est assez compliqué. On va y revenir un peu plus, tu vas voir selon les cas d'usage ce que ça peut imposer. Et j'ai envie de dire que la première réponse à faire à cette question, c'est qu'on va les utiliser bien, intelligemment. Parce que tu peux, typiquement pour faire l'échange de clés, tu as plein de façons intuitives de dire je prends 2 générateurs de sources de clés et je les mélange. Tu as plein de façons intuitives qui ont l'air super, et en vrai, dès qu'on y réfléchit un tout petit peu, tu es limité à la sécurité du plus faible des deux. Ou en tout cas, tu t'affaiblis fortement dès que tu en as cassé un des deux. Donc, il faut le faire intelligemment. Et donc, eux, leur feuille de route, finalement, est à peu près la même sur le point d'arrivée. C'est juste sur le chemin qu'elle est différente. Là, on est plus en première phase hybride et deuxième phase plus tard, a priori à partir des années 2030, mais ils se donnent le droit de ralentir ou d'accélérer ce processus en fonction de la recherche, en fonction de ce qui se passe, ils ont raison, qui arrive plus tard, donc à partir de 2030. Et on se dit que le temps que tout soit déployé, le temps que tout soit utilisé, finalement, ce qu'annoncent les Américains en 2035, on se retrouve à peu près dans la même zone. On a d'autres questions en plus là-dessus. La question de performance, je la mets avec un point d'interrogation parce que c'est la plus ambiguë aujourd'hui. Aujourd'hui, certains de ces algos sont plus rapides que ERSA ou que les courbes elliptiques. Mais je viens de vous dire qu'aujourd'hui, on a des fuites et des attaques par canaux auxiliaires un peu partout. Or, historiquement, RSA et les courbes elliptiques étaient implémentés plus vite qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais n'avaient pas ces protections. On sait que c'est typiquement, on les implémente en constant. Et ça, les contournements pour empêcher les compilateurs et les CPU d'optimiser leur boulot. Parce que c'est une grosse guéguerre au niveau de la crypto, c'est très compliqué d'implémenter de la crypto proprement. Donc on sait déjà que plus on va protéger ces algos, plus on va les nerfer d'un point de vue performant. Ils sont beaucoup plus rapides des fois aujourd'hui, mais ça va probablement pas durer. Des fois, la question, c'est pas le CPU, mais c'est la mémoire. Certains nécessitent pas beaucoup de puissance CPU, mais nécessitent une mémoire colossale par rapport à du RSA ou des courbes elliptiques. Et quand je suis sur mon PC, on va pas se mentir, je m'en fous un peu. Quand je suis sur ma montre, par exemple, j'ai déjà pas la même mémoire. Et encore, ma montre, dans certains environnements, on est chez les bourgeois. Et il y a des questions d'accélération matérielle, on va y revenir un petit peu après, mais dans certains cas d'usage, non seulement on veut que ça aille vite quelque part, mais on veut tellement que ça aille vite qu'on doit le câbler. Encore une fois, moi, mon portable, il fait une session de TLS, il a fait en soft, c'est pas très grave. Le serveur en face, il a un offloader exprès pour générer des clés de session quand il prend beaucoup de charge. Je vérifie juste si je vais ni trop vite, ni trop lentement. On a un autre sujet de problème, puisque, je rappelle, on est dans la liste des problèmes des solutions. C'est une question de taille, parce que là, pour le coup, ça compte. Je vous ai mis un algo courbe elliptique en référence en haut pour le chiffrement. Et je vous ai mis deux candidats et notre fameux MLChem. Je vous ai mis
c'est-à-dire le petit MLChem, on voit qu'en termes de taille de données transmises, donc là on est sur la clé publique et sur l'échange, donc on est vraiment dans notre négo, typiquement quand elle est en ligne, eh ben, on change d'ordre de grandeur. Je vous laisse compter le nombre de chiffres pour la clé publique du classique Makelis. On change vraiment fortement, lourdement d'ordre de grandeur. On est à la centaine de kilooctets dans ce cas-là. Quand vous êtes en train de vous préoccuper de chiffrer un disque dur ou une clé USB, honnêtement, on s'en fout un peu. Quand on parle du début d'une négo TLS ou IPsec, là, on se fait mal. On se fait très mal. Ils ont tous au moins un peu ce problème, et des fois, ils l'ont beaucoup, ce problème. Au niveau des algos de signature, c'est pareil. On a la même idée. Alors, pour le coup, il y a des cas où c'est la clé privée qui est extrêmement lourde, typiquement 5 +. Mais c'est de la clé privée. On arrive à le gérer un peu mieux. C'est moins grave. Mais on a donc globalement le même problème. MLDSA, pour info, c'est le pendant signature de MLChem. J'en ai pas trop parlé tout à l'heure dans le détail parce que j'ai dit que je faisais la première partie très très vite. Mais voilà. Du coup, ça a des conséquences, et comme je viens de le dire, surtout quand on est en réseau. Encore une fois, pour mon disque dur en chiffrement de surface, c'est pas un problème, enfin, c'est pas un vrai problème. On dépasse parfois assez largement un paquet réseau. Alors, par rapport à une session TLS où on est en train de regarder le dernier épisode de Netflix, on s'en fout quelque part, mais là où c'est important, c'est que c'est au tout début de notre négo. Et c'est un moment où, on veut que ça aille très vite, on veut avoir de la latence. Mettez-vous à la place de votre utilisateur qui est devant son navigateur et qui voit le petit machin qui tourne et qui se lasse très très vite à ce moment-là. Et deux, on est dans quasiment tous les protocoles à un moment où on n'a pas encore, ou en tout cas pas tous, les mécanismes qui font que justement on peut bourrer de la donnée sans souci. On est avant, on est vraiment sur les tout premiers paquets dans les deux cas. On va le voir après, justement, en détail. Donc, on a un plus ou moins gros impact sur les performances, sur la latence de négociation en particulier. Et c'est encore pire en UDP, parce qu'en TCP encore, on a la fragmentation. En UDP, alors on a de la fragmentation aussi, mais si vous avez utilisé de la fragmentation UDP dans la vraie vie, vous savez que c'est pas une vraie solution dès qu'on est dans le monde extérieur. J'insiste bien, on a un impact sur la performance, sur la latence de négociation. Si vous suivez bien, on parle d'échange de clés. Ça se passe au tout début de notre négo. Et en vrai, on échange des clés pour ensuite basculer sur AES ou sur Chachava. Donc en fait, une fois que notre échange de clés est passé, on revient dans un monde classique qu'on connaît. Et là, pour le reste de la session, pour le coup, on a vraiment zéro impact. À part le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on est passé à 1256 bits par sécurité. Mais mis à part ça, c'est exactement comme avant, c'est vraiment le tout début de la négo qui, lui, par contre, se prend un gros coup. Quand on est en mode hybride, le fameux mode où on mixe du classique et du post-quantique, on cumule les deux, donc on a double peine. J'ai envie de dire qu'on est presque plus à ça près. Ça devient quasiment anecdotique, l'épaisseur de RSA ou des courbes elliptiques par rapport à tout ça, mais ça implique encore un peu plus d'autres choses. Tout ça fait qu'on a besoin de nouvelles normes, donc en particulier pour les protocoles réseau, parce qu'on fait de l'hybride. Alors, j'ai dit certificat, mais aussi pour les KEM, pour les échanges de clés, on en a besoin pour les deux. Donc, on se retrouve avec des grosses clés et des grosses données très tôt, donc il faut le gérer. Donc j'avais marqué en dessous, donc les échanges de clés hybrides aussi. Il faut qu'on ait des algos là-dessus. Tous nos algos classiques sont conçus pour avoir un échange de clés et pour avoir une authentification par un certificat de chaque côté. À côté de ça, en dehors du pur réseau, alors on a essentiellement tout ce qui est PKI et X509, où là aussi on a un problème. Si on veut faire du PKI pur post-quantique, aujourd'hui on peut. On a des grosses clés, mais on peut. Par contre, si on veut faire du mode hybride, aujourd'hui, et pareil, on va revenir sur ce point-là un peu plus tard, on doit le gérer, c'est compliqué. On a un dernier cas de figure qui est le mode qu'on avait appelé déconnecté. Pour vous le simplifier, c'est le mode où vous envoyez un mail signé et ou chiffré à votre correspondant. Pourquoi c'est un cas différent? Parce que quand on est en réseau, on a plein de problèmes, mais on interagit avec notre correspondant. Donc, on peut négocier des choses en live.
On peut commencer par dire, est-ce que tu sais ce que c'est MLChem? Est-ce que tu sais ce que c'est que de l'hybride? Puis s'il répond non, on décide en fonction. Quand on chiffre un mail en SMIME ou en GPG et qu'on l'envoie, bah, on prend une décision, puis il y a bien que pourra. Donc en mode déconnecté, on a ce problème supplémentaire, c'est qu'on tire l'aveugle et bah, ça passe ou ça passe pas. Si on focus sur 2-3 cas d'usage ultra classiques et ultra représentatifs, donc on va commencer par le réseau. Alors je vous fais un premier lot de TLS IPsec. Oui, on devrait rajouter du SSH, du WireGuard, plein de choses, mais on va dire qu'avec TLS et IPsec, on a déjà une bonne vision des cas d'usage, un, les plus fréquents, et deux, qui sont souvent le plus concernés par des flux réellement sensibles sur le long terme. En tout cas, nous, nos clients qui ont des vraies données à durée de sensibilité extrêmement longue, 98% du temps, ça passe dans de l'IPsec. Et d'ailleurs, 98% du temps, c'est du TLS qui passe dans de l'IPsec, si on veut être précis. Il y a des RFC déjà posés depuis longtemps, il y a des drafts qui sont encore en cours. Si je vous fais une première vision généraliste, on est passé de ce qu'on appelait du Diffie-Hellman, même si c'était du ECDH, mais je pense que plein de gens ici, quand ils voient échange de clés, ils pensent Diffie-Hellman. On est passé à ce qu'on appelle des KEM, donc des Key Encapsulation Mechanisms, parce que là encore, ces nouveaux algos ne fonctionnent pas comme les anciens algos. On ne sait plus faire, si vous avez votre schéma Diffie-Hellman à l'ancienne, là, il ne fonctionne pas comme ça. Avec ces nouveaux algos, c'est de façon ultra simpliste, l'un des deux correspondants qui génère un secret et qui l'envoie de façon protégée à l'autre. On ne sait plus faire la dérivation simultanée du même secret à partir de mon privé, du public de l'autre et des nonces. C'était un cours de maths et de Diffie-Hellman en 4 secondes 5. Donc, on a besoin de pouvoir utiliser les nouveaux algorithmes, on a besoin de pouvoir les utiliser en mode hybride, et on a besoin d'être capable de migrer dans la vraie vie. Parce que oui, on pourrait arriver en disant « demain, tout le monde passe au post-quantique d'un coup », et on sait que ça ne marche pas comme ça. Je vous ai déjà parlé de MD5 donc, on le sait. Les premiers échanges, c'est ce que je dis tout à l'heure, sont plus gros. Et alors, pour IPsec, pour AIV2 en pratique, c'est encore pire, parce qu'encore une fois, c'est de l'UDP. Par contre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas d'impact sur le trafic qui suit, puisqu'on est passé à AES ou à HH avant, donc on est revenu au monde classique. Encore un peu plus en détail, donc TLS, on a un draft qui existe. J'ai pas compris pourquoi il y avait draft 0 dans le nom du draft, c'est le draft 00 version 4, je crois, un truc comme ça, qui est en train de changer. Donc là, on est en train de basculer aussi du monde Kyber au monde MLChem. C'est la même chose, c'est la suite, c'est l'évolution. Puis on a des renommages et on passe à des nouvelles versions. Dire maintenant, c'est MLChem. Il existe, il est déjà implémenté, et en vrai, si ça se trouve, vous en êtes peut-être déjà servi sans vous en rendre compte. Chrome, Edge, Opera, dans les versions récentes, évidemment, l'ont et l'activent par défaut. Firefox, là, mais ne l'active pas par défaut pour l'instant. Ça va probablement changer dans pas très longtemps. Côté serveur, j'ai surtout trouvé Cloudflare qui commence à l'activer apparemment pas mal sur ses services. Mais quand on dit Cloudflare, c'est quand même des frontaux pour pas mal de choses. Je ne m'amuse pas à faire une observation tous les jours de qui l'active. C'est sans doute encore un petit peu de la marge, l'épaisseur de trait de crayon, mais il y a quelques années, des gens disaient sans doute exactement la même chose pour TLS 1.3 ou pour Quick. Le move a démarré. Allez, je vous fais un tout petit peu de vraie technique. Je vous fais un Wireshark Nego TLS. Ça commence pareil. Là, j'ai mon client Hello. Et par rapport à mes extensions classiques, j'ai deux trucs qui apparaissent en supplément. Alors, il vous faut un Wireshark assez récent qui connaît ça. Je vais avoir une annonce d'un supported group qui est, donc à l'époque de cette capture-là, c'était encore la version Kyber du draft. Ça va, c'est 4 octets. Derrière, j'ai le matériel crypto, une clé publique, qui est balancée pour pouvoir commencer à faire le key exchange si le correspondant sait le faire. Et ça, dans cette capture-là précisément, c'est 1200 octets à peu près. Sur un début de négo TCP, ça pique un peu.
le hasard a fait que, si vous regardez tout en haut, la taille complète de mon paquet, au niveau TCP, et je dois avoir la frame Ethernet tout au-dessus, je suis passé, mais alors pile poil sous la barre de mon MTU, de mon interface réseau local, mais j'étais en condition de laboratoire. J'avais ces 2 VM sur mon PC, ça passe, mais ça frotte le plafond un peu. Pour comparaison, si je fais la même chose en désactivant le Kyber, même client, même serveur, j'ai juste été dans mes paramètres Chrome ou dans mes paramètres du Nginx en fait, je ne me souviens plus, et j'ai désactivé le support de ce draft-là. Le même client Hello, il fait 300 octets. Voilà, il y a quand même une belle jolie différence. Mais ça marche bien, puisqu'on arrive à négocier avec les correspondants. Donc on est capable de proposer ça, puis le correspondant en face, il les connaît, il répond, je ne vous ai pas fait le serveur Hello, je ne vous ai pas fait tout le reste, mais ça se déroule bien, et on utilise le draft hybride Kyber plus, je ne me souviens plus quelle courbe elliptique, et puis si le serveur en face, il ne comprend pas, il ne connaît pas, il choisit une des autres propositions que je ne vous ai pas montré dans le dump, mais qui est là, une des propositions classiques, et on est à l'ancienne. Ultra facile. Petit effet de bord de cette facilité, vous êtes sur votre Chrome, Edge, Firefox, il n'est pas activé par défaut, vous êtes sur votre Chrome, Edge, Opera. Comment vous savez si votre connexion TLS avec votre serveur en face, si elle est protégée post-quantique ou pas? Vous êtes RSSI, DSI, décideur, responsable de je ne sais pas quoi. Comment vous faites pour vous assurer que tous vos utilisateurs, pour leur flux important en tout cas, ont ce truc-là? Les navigateurs aujourd'hui, à ma connaissance, ont une option pour désactiver le support de ces drafts, mais ils n'ont pas d'option pour l'obliger. Et ils ont raison de ne pas avoir d'option pour l'obliger. C'est votre navigateur. Vous allez sur tout, rien et j'espère pas trop souvent n'importe quoi avec. Et aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres récents à vous donner, mais je parierais bien sur le fait qu'on a probablement 90-95% d'Internet qui ne connaît pas ce draft. Donc si vous le forcez, vous venez vous fermer la porte à 90-95% d'Internet. Dans 1, 2, 3 ans, je suppose qu'on sera probablement encore à 80%, sauf si on a des annonces quantiques qui disent qu'il faut aller beaucoup plus vite que prévu. Mais sinon, ça va prendre longtemps. On ne va pas pouvoir le forcer. Est-ce qu'on va avoir dans les navigateurs une liste de je ne sais pas quoi, d'IP, de FQDN ou autre, où on dira, sur ces sites-là, je t'impose d'utiliser du post-quantique? Est-ce que les gens vont s'en servir? Parce que je vous laisse projeter comment ça va être compliqué à gérer. Côté serveur, bonne nouvelle, vous pouvez garantir l'utilisation de ce mode-là. Mauvaise nouvelle, il vous faut des clients en face exclusivement qui supportent ce draft. Donc si vous êtes en train de parler de votre serveur interne d'entreprise, que vous maîtrisez bien votre parc informatique, vous pouvez. J'irais même jusqu'à dire que c'est un petit effet de bord secondaire, c'est que si vous avez un utilisateur qui vous appelle pour vous dire « je n'arrive plus à me connecter, j'ai un message bizarre », vous savez qu'il utilise un navigateur pas à jour. C'est une variante du « je débranche le câble et je vois ce qui se passe ». Maintenant, ce que je viens de vous dire là, dans certains cas précis sur nos serveurs internes, on peut le faire, on peut l'assumer, voire même on peut trouver du bénéfice. Dans l'énorme majorité des cas, on ne va pas se mentir, on ne peut pas. Dès que vous avez un serveur public ou autre, vous ne pouvez pas. Donc, cette transition-là, elle va être longue, pas forcément compliquée, mais aux 3/4 à l'aveugle. Petite anecdote, ce matin dans le train, j'ai refait une connexion, cette fois-ci vers un serveur chez Cloudflare Research. Je remercie de me mettre des serveurs à dispo qui, lui, pour le coup, me dit bien, vous utilisez le draft. Et j'ai bien un client Hello qui déborde. Alors, j'ai un client Hello qui n'est pas fragmenté. En vrai, c'est parce que j'ai galéré à désactiver toutes les offloads, machin, toutes les accélérations de mon PC. En vrai, sur le réseau, mon paquet, il est fragmenté. Et ça pose un autre problème. C'est que du coup, on a un client Hello qui se retrouve fragmenté sur plusieurs paquets. On a des extensions aussi du client Hello qui sont parfois pas connues en face. Et normalement, un serveur propre sur lui et un équipement sur le réseau propre sur lui est censé laisser passer tout ça sans brancher. Ça, c'est la théorie.
Dans la vraie vie, il y a eu plusieurs remontées qui indiquent que ce n'est pas toujours le cas. Alors, soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour un mélange des deux. Euh, pour le coup, nous, Storm Shield, on a découvert ça. Alors, je vais être tout à fait transparent. Moi, je l'ai découvert lors de nos discussions préparatoires avec le CIR pour préparer cette réunion-là. Alors, je me suis empressé d'aller vérifier sur nos produits si on cassait tout. Pour autant que j'ai pu tester, non. Donc, ce n'est pas un problème qu'on a beaucoup creusé chez nous, au-delà de vérifier que manifestement, nous, on n'a pas le problème. Mais le problème a l'air d'être suffisamment présent sur suffisamment d'implèmes serveurs comme sur le chemin, des routeurs, des firewalls, etc., etc. Il y a carrément un site dédié à ça. Donc, si vous voulez plus d'infos, je vous ai mis le lien. Et donc, c'est ça, c'est vraiment c'est en grande partie lié au fait qu'on déborde du paquet. Et encore, ça, c'est du Kyber. Kyber, en termes d'algo post-quantique, il est assez contenu. C'est un des plus petits. Notre deuxième gros ami, donc IPsec, et en vrai, on parle de la négociation de clés, donc avec V2. Pour le coup, ça, c'est ce sur quoi nous, on se focalise en première cible, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on focalise vraiment les données à durée de vie longue, à durée de confidentialité longue, et pour autant qu'on sache, nos clients qui ont ce genre de cas de figure, bah, ça passe dans l'IPsec. Du coup, s'il y a un point qu'on veut faire en premier, bah, c'est ça. On a une RFC qui permet de faire du high-frag, ça permet de faire des grosses clés, mais il a fallu une deuxième RFC pour pouvoir utiliser high-frag aussitôt dans la négociation high, parce que d'origine on ne pouvait pas. Il y a une autre RFC qui permet du coup d'avoir plusieurs key exchange, puisqu'avant high, comme tous les algos, c'était un seul. Pour la petite anecdote, vous pouvez maintenant aller jusqu'à 8 échanges cumulés. Et une fois qu'on a ça, donc ça, c'est quoi qu'on normalisé. Derrière, on a des choses qui ne sont pas encore en RFC, mais c'est parce que tout le monde attendait le MLChem final. On va avoir une RFC qui devra arriver, et les numéros YANA qui devraient arriver incessamment sous peu, pour pouvoir dire, OK, on fait du MLChem standardisé dans AIC-V2. On sait déjà faire du MLChem standardisé dans AIC-V2. J'ai deux VM qui tournent là qui le font, mais ce n'est pas le standard final définitif. Et l'histoire montre que sortir de la nature des trucs qui ne sont pas en standard final définitif, quand on est Google ou Cloudflare, on peut se le permettre, mais quand on est quelqu'un d'autre, ça peut être plus compliqué. Ça permet d'avoir un mode transition. Donc on peut dire, bah, j'ai un parc, imaginez-vous un parc de 50, 100, 200, 500 firewalls interconnectés, un firewall chiffreur comme certains de nos clients les appellent. Je vais encore une fois pas faire un Big Bang. Je vais commencer par en migrer un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc, il y a moyen de faire une transition, encore une fois, grâce à la négociation avec V2. Et ici, l'avantage, c'est que normalement, on maîtrise nos correspondants. Et il y a moyen, à un moment, de dire, OK, j'ai fait ma première phase de transition. Logiquement, tout le monde, en tout cas, tous mes correspondants sont compatibles. Et pour ceux correspondants que je sais être compatibles, maintenant, j'impose de faire de l'hybride et je n'autoriserai plus à l'avenir une négociation qui ne soit pas post-quantique safe. Je ne vous ai pas dit que ce sera facile, mais en tout cas, on peut le faire. Il y a un sujet, je ne sais pas si ça concerne beaucoup de gens ici ou pas du tout, mais si le terme IPsec-DR vous parle et si vous êtes sujet à ce genre de contraintes, aujourd'hui, IPsec-DR, il impose entre autres un échange de clés avec un algo SecP ultra précis. Donc, par définition, il est incompatible avec le post-quantique. Maintenant, c'est un sujet en cours. L'ANSSI l'a pris en main. C'est un sujet qui avance. Nous et d'autres, on est en discussion avec eux. Mais aujourd'hui, on sait que là demain, vous devez choisir. Pareil, si je m'amuse à regarder un petit peu ce qui se passe sur un paquet, en haut, j'ai une négociation avec V2 from scratch jusqu'au premier échange de paquets tout en bas. Juste en dessous, j'ai la même avec du hybride ECDSA plus MLChem. Alors là, je vais sortir le gros MLChem. On voit 4 paquets en RAB qui arrivent au tout début d'une négo réseau. Enfin, au tout début de la montée du tunnel. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça impacte un peu plus. On peut s'attendre à ce que certaines implèmes sur le chemin ne le gèrent pas. Mais en tout cas, en conditions de laboratoire, ça marche plutôt pas trop mal. Si je pousse un peu plus loin, j'ai fait la même chose avec Frodochem. Là, c'est le petit Frodochem. J'ai oublié de mettre en carré entouré rouge les paquets supplémentaires. J'espère que vous les voyez quand même. Et ça, c'est le petit Frodochem parce que le gros Frodochem,
en fait, on s'est retrouvé à avoir des problèmes carrément au niveau de la pile locale entre le démon Ike et le noyau, parce que ça débordait des tailles de buffer attendues. Alors, ça se règle, mais c'est pour vous dire qu'on arrive dans un monde où tout le monde s'était dit, bon, là, si on a 400 octets, c'est monstrueux, on est large, et là, on passe à plein de kilos et on déborde de trucs où tout le monde croyait être ultra large de longue date. Encore une fois, ça se règle assez facilement, mais c'est des petites choses comme ça qui font qu'au début, d'ailleurs, on croyait que notre implème Frodochem ne marchait pas parce qu'on ne voyait juste pas des paquets partir. Mon dernier gros sujet qui pique, qui arrivera plus tard, qui arrivera plus tard, c'est essentiellement de l'authentification. Les PKI, on s'en sert un petit peu pour du chiffrement, beaucoup pour de l'authentification et de la signature. X509V3 dit une clé privée, une clé publique, une signature, une et une seule précisément. Du coup, si je veux faire de l'hybride, là comme ça, vite fait, c'est plutôt compliqué. J'ai gardé ta question en tête de comment on le fait. C'est là qu'on y arrive. Du coup, si je veux faire une PKI post-quantique pure, c'est facile. Par contre, si je veux faire une PKI hybride post-quantique, a priori, j'ai un problème. Heureusement, X509 est extensible. Malheureusement, on a plein de réponses. Première réponse, je vous la fais vite, c'est on a 2 PKI à part. Donc voilà, au niveau des PKI, c'est simple à gérer. Pour signer un mail, par exemple, je le signe 2 fois. Et puis en face, j'espère que mon correspondant vérifiera les 2 signatures, mais j'en sais rien. Ça, c'est la partie facile de faire de l'hybride, c'est la signature. Je signe 2 fois, je vérifie 2 fois. Par contre, c'est compatible oui et non, ça dépend des cas d'usage. Par exemple, tout ce qui est réseau, personne, aucun protocole ne s'attend à avoir plusieurs certifs, pratiquement aucun. On peut faire de la double encapsulation, mais là, c'est encore pire. On a une approche dite hybride, alors qu'on appelle également catalyste ou l'approche alternate, parce que hybride, c'est aussi le mot-clé générique. En très, très simplifié, on va étendre des champs, on va mettre des champs étendus supplémentaires pour dire, je propose un autre algo, une autre clé privée, une autre clé publique, une autre signature. Tant qu'on ne met pas ces champs-là en critical, l'avantage, c'est qu'on reste compatible. Je vous envoie un certif comme ça sur une vieille emblème qui ne connaît pas du tout ces trucs-là. Si les champs ne sont pas marqués critical, elle va juste l'ignorer. Elle va juste vérifier la signature classique. Je parle toujours des signatures, je triche un peu. Et vous n'avez pas une signature vérifiée post-quantique. Enfin, vous avez une signature générée post-quantique. Vous avez une signature qui n'est pas vérifiée post-quantique en face, mais votre correspondant, il n'est pas bloqué. Avantage, meilleure transition souple. Inconvénient, maîtrise du passage post-quantique un peu miséreux. L'autre approche, l'approche dite composite. Si je vous dis très simplement, aujourd'hui, je vais vous dire, mon algo, c'est dilithium plus ECC. Du coup, j'ai bien un seul algo, ce qu'on va appeler un méta-algorithme. Avantage, je ne touche pas à ma structure de X509. Inconvénient, c'est des nouveaux algorithmes. Donc, si mon implémentation en face, elle ne connaît pas l'algorithme dilithium plus ECC, elle ne sait absolument rien en faire du tout, y compris la partie ECC. C'est juste un algo complet qu'elle ne connaît pas. Inconvénient, je dois maîtriser mon correspondant, il doit être à jour, il doit connaître l'implème. Avantage, par contre, niveau maîtrise de la migration post-quantique, là, pour le coup, on est bien. J'ai la garantie. Intuitivement, là, comme ça, moi, j'ai tendance à vous dire que pour de la signature, de l'authentification, l'approche hybride, elle est pas mal. Parce que de toute façon, aujourd'hui, en classique, vous envoyez votre certif à un correspondant, c'est pas vous qui maîtrisez ce qui vérifie pas. Est-ce qu'il vérifie la CRL? Est-ce qu'il vérifie bien tous les champs? Est-ce qu'il a une implème correcte? C'est son job, c'est pas le vôtre, de toute façon. Donc, j'ai envie de dire que, bon an, mal an, c'est pas plus mal. Alors que pour l'algo composite, pour le chiffrement, là, c'est important de vraiment maîtriser le truc. Et si vous voulez mettre du chiffré post-quantique safe, en vrai, de toute façon, vous devez chiffrer doublement. Donc, votre correspondant, il doit connaître les algos post-quantiques. Donc, autant aller sur le composite, ça marche aussi bien. Ce serait un peu trop facile s'il n'y avait que ces 2 approches-là, si elles n'avaient pas plusieurs variantes et si ce n'était pas que des drafts pas encore complètement normalisés. Pour anecdote, il y a aussi une 3e approche qui est appelée Caméléon. Version courte, vous avez un premier certif qui est classique,
puis qu'il y a un petit champ qui dit « je fais un caméléon, si tu veux plus d'infos post-quantique, va chercher tel autre certificat dans la PKI ». Et l'autre certificat dans la PKI, lui, a ces informations complémentaires. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si votre serveur, enfin si votre implément face, elle n'y connaît rien du tout, vous ne lui transmettez pas les infos inutiles. C'est l'intérêt principal de cette approche. Après, au niveau utilisation, je reste observateur sur l'utilisation et je soupçonne qu'elle est intéressante dans des cas de figure qui ne sont pas ceux de ma société, donc je regarde de loin plus par culture générale qu'autre chose. Par contre, on a plus gros impact sur les protocoles, sur les implèmes, sur toutes ces choses-là. Toutes ces approches, je vous l'ai dit, c'est des approches, elles ont toutes quelques variantes, elles ont toutes des drafts pas encore stabilisés. En vrai, il y a 8, 10, je crois, à peu près, façons de le faire en pratique. Du coup, vous vous posez peut-être la question, laquelle je prends? La réponse, c'est ça dépend. Encore une fois, selon que vous êtes en train de signer ou en train de chiffrer, moi déjà, j'ai tendance à vous donner pas la même réponse. Selon comment vous maîtrisez votre environnement, vos clients, vos serveurs, votre capacité à mettre à jour tout le monde dans un délai très court, selon accessoirement ce que supporte votre fournisseur de PKI, parce qu'il est peu probable que vous opériez votre PKI en interne. Vous avez probablement, enfin, la plupart des gens ont un prestataire et un fournisseur de solutions externes parmi les gros acteurs de PKI. Ils sont en train d'y aller, on ne va pas se mentir. Mais certains vont en fournir une d'abord et l'autre ensuite. Enfin, tout le monde n'a pas forcément la même stratégie. Et derrière, vos PKI, vous allez les consommer avec différents outils. Et qu'est-ce que vos outils supportent? Tous les outils vont peut-être pas supporter toutes ces variantes-là. Donc, j'ai malheureusement pas la réponse ultime qui marche dans tous les cas, mais au moins, on a les éléments importants où se poser la question pour chaque cas d'usage. Certains sont plus simples que d'autres. Je suis en train, je crois, de déborder un tout petit peu, mais normalement pas beaucoup. Encore une fois, question de taille, je me suis amusé à créer une PKI, même pas composite sur la route. Vous voyez que là aussi, en taille de certificat, on explose. On a 48 kg pour une clé route avec l'algo Sphinx, la clé publique. Et on a même des clés des CA d'exploitation qui sont courbes elliptiques plus dilithium à peu près 10 kilo-octets, alors qu'on est à 1 ou 2 kilo-octets en RSA, et qu'on n'est pas plus, voire moins en courbe elliptique. Je ne vous ai pas parlé en détail du hardware, et je sens qu'on va commencer à me regarder méchamment parce que je déborde si j'en parle trop en détail, mais il faut le garder à l'esprit. Aujourd'hui, vous voulez un TPM qui supporte les algos post-quantiques, à mes connaissances, il n'y en a pas. Vous voulez un HSM qui supporte les algos post-quantiques. Aux dernières nouvelles, alors ils bossent dessus, je vous rassure tous, mais aux dernières nouvelles, il n'y en a pas encore où c'est en cours. Et ils ont des questions complémentaires parce qu'ils pourraient implémenter les algos, ils pourraient implémenter Melkem par exemple. Mais on voit de plus en plus que le retour à la crypto-agilité devient super important. Et justement, ils sont en train de regarder comment faire pour ne pas avoir un HSM qui supporte RSA, ECC et les réseaux euclidiens. Mais si demain, c'est un autre qui prend la mode, il faut rejeter son HSM et en reprendre un nouveau, ils sont en train de chercher comment ils peuvent faire un truc plus modulaire. Alors, ce n'est pas mon métier, c'est des discussions que je suis, mais pour le coup, si vous êtes intéressé, il faut vraiment aller voir les acteurs du marché précisément. Mais c'est aussi pour ça qu'ils prennent un peu le temps pour répondre, parce qu'ils essaient de faire les choses bien, de façon modulaire, évolutive, intelligente. On ne va pas les critiquer pour ça. Un sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est SecureBoot. SecureBoot, ça utilise des clés. Alors, techniquement, c'est pas du X509. On pourrait chipoter là-dessus, mais c'est pas bref. Mais vous avez tous du SecureBoot sur vos PC là. Aujourd'hui, c'est du RSA ou de l'elliptique. Pareil, on va vouloir du post-quantique, il va nous falloir des UEFI, des firmware, des machins qui supportent ces algos et dans des conditions où on est plus proche de ma montre que du reste du temps de mon PC, quoi. On est très 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 tôt dans le démarrage. Les cartes à puce, pareil, ça embarque la crypto asymétrique, donc il va falloir le migrer. Je ne vous ai pas fait une liste complète de tout le matériel, mais à un moment donné, votre voiture, on va se poser la question aussi. Alors pour le hardware en particulier, il y a des gens sur les sujets migration post-quantique qui font une réflexion intéressante. On se pose plein de questions de comment on va migrer la crypto au post-quantique. Il y a quand même des gens qui rappellent que sur certains de nos sujets, on en est encore à la question de comment on va crypter, comment on va chiffrer. Regardez juste ça à l'esprit aussi. Des fois, on n'a pas la question de la migration post-quantique. De toute façon, on est en clair, tout va bien.
J'ai accéléré un peu sur la fin. Je vous rappelle juste un peu le contexte. Si je reprends mon théorème de Mosca pour vous donner une idée, globalement, on est là. On est en train de, pour les premiers cas d'usage, de commencer à chiffrer de la donnée. Pour les cas d'usage les plus compliqués, on traîne encore un peu sur la standardisation ou de l'adoption, mais on est en train d'y arriver. Qu'est-ce que vous devez faire à l'avenir? Déjà être au courant. C'est bête, mais aujourd'hui, c'est le plus intéressant. Aujourd'hui, si vous découvrez le sujet, vous êtes un tout petit peu en retard, mais pas encore beaucoup. Si vous venez d'apprendre quelques détails sur les dernières sorties d'algo, de normes, ben vous êtes dans les clous globalement. A priori, les premières migrations en production, je veux dire, hein, on s'attend à ce qu'elles aient lieu en 2025. J'ai quasiment fini, je te rassure. Ce sera sur du chiffrement, sur les sujets critiques sensibles. On ne va pas tout basculer en 2025. Ce sera en mode hybride parce qu'on est en Europe et parce que c'est nos conseillers, nos recommandeurs qui nous le disent. La migration, gardez à l'esprit, sera longue. Dans le domaine, on insiste bien et l'image qu'on utilise, c'est un marathon. Si vous démarrez un marathon comme un sprint, spoiler alert, ça ne marche pas. Faut garder à l'esprit que ça va être très très long, ça va durer plusieurs années, il va y avoir différentes étapes, il y en aura qui seront faciles, tranquilles, d'autres ça va être assez compliqué, mais dites-vous bien que c'est ça, c'est pas un projet que vous allez démarrer pour 6 mois, dans 6 mois c'est fini, c'est plié, on le remballe, ça ne marchera pas comme ça. Il faut garder à l'esprit, c'est ça, c'est se préparer sur quelque chose qui va durer plusieurs années. Et juste, mais du coup je vous la fais en 3 secondes, juste pour vous donner un exemple, chez nous par exemple, on le dit clairement, la priorité c'est IPsec, c'est le chiffrement parce que c'est le cas ultra critique, c'est ce qu'on prévoit de sortir fin d'année, début d'année prochaine. On l'a déjà en dev, mais pas encore en release. Tout ce qui est TLS, chiffrement KEM, on va le faire dans la foulée. Tout ce qui est signature, on l'a au radar, on sait que ça arrivera après, mais on sait que c'est moins urgent. On a carrément une de nos gammes produits où même le chiffrement, on sait qu'on fait circuler des flux moins critiques sur le long terme. Et évidemment qu'on va le faire aussi, mais on a un niveau d'urgence moins élevé. C'est des discours qui sont tout à fait acceptables, voire qui sont quelque part sains, parce que, encore une fois, si vous vous dites « Ok, demain, je mets toutes mes équipes dessus, la semaine prochaine, c'est fait », ça ne marchera pas, vous allez vous casser les dents. Et je pense que j'ai débordé un peu, mais j'espère pas trop. Est-ce que je suggère la place pour des questions ou est-ce qu'on n'a pas le temps? Merci beaucoup, Yvon, pour cette présentation. Tout enregistrement.